Le 2 janvier 1990 est une journée spéciale pour Lori Colaninno, une belle jeune femme de 23 ans vivant à Clearwater, en Floride. Elle travaille comme serveuse dans un restaurant local et est aussi professeure d'aérobic. Mais elle a décidé de changer de voie. Ce matin-là, elle envoie sa candidature pour suivre une formation paramédicale. Elle aime aider les gens, c'est ce qu'elle veut faire et c'est son rêve. Elle aime aussi s'entraîner et aller faire du jogging dès qu'elle en a l'occasion. C'est d'ailleurs ce qu'elle va faire aussi ce jour-là. Elle va aller courir quelques heures et revenir à son appartement d'où elle va appeler son ami Scott Kelly. Mais la conversation va être interrompue par un cri de Lori, laissant Scott à l'autre bout du fil très inquiet. Il tente de la rappeler, mais elle ne répond plus. Paniqué, il va se rendre à son appartement. Et là, il va tomber sur une vision d'horreur. Lori gît dans une mare de sang. Elle a été poignardée à plusieurs reprises et on découvrira plus tard aussi qu'elle a été sauvagement violée. Une affaire qui aurait pu être résolue rapidement, mais il faudra plus d'une décennie à la police avant de réussir à mettre le coupable derrière les barreaux. Bonjour à vous et bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On retourne donc à Clearwater en Floride. Les policiers arrivent rapidement sur les lieux et interrogent alors la seule personne présente, Scott. Scott raconte sa version. Il parlait à Lori au téléphone lorsqu'elle a crié. La conversation s'est coupée et il s'est précipité chez elle. Il décrit Lori comme une jeune femme souriante, dynamique et appréciée de tous. Il ne lui connaît d'ailleurs aucun ennemi. Il n'y a aucune trace d'infraction sur la scène de crime, mais les policiers réussissent à prélever des traces de sperme sur le corps de Lori. Comme dans la plupart des enquêtes criminelles, la police soupçonne en premier la personne la plus proche de Lori et qui se retrouve en plus sur les lieux, Scott Kelly. Ses empreintes digitales sont retrouvées sur la victime, mais Scott affirme avoir trouvé Lori à plat ventre et de l'avoir retournée. Pour l'absence d'infraction, il affirme aux policiers que Lori laissait souvent la porte de son appartement ouverte pour que son chat puisse entrer et sortir à sa guise. Une autre personne est aussi suspectée, l'ex-compagnon de Lori. Apparemment, il la harcelait depuis leur rupture et lui téléphonait souvent tard dans la nuit. Les deux hommes coopèrent et fournissent aux policiers leur ADN. Malheureusement, lorsque les résultats arrivent 5 mois plus tard, l'ADN d'aucun des deux hommes ne matche celle retrouvée sur le corps de Lori. N'ayant pas d'autres suspects, l'affaire devient un cold case pendant 4 ans. Elle sera donc réouverte en 1994 lorsque la ville comptera plus de policiers qui auront le temps d'investiguer plus en profondeur le cas de Lori. Ils vont alors décider de prélever un échantillon d'ADN sur chacun des hommes qui résidaient et travaillaient dans le bloc appartement où elle vivait. Chacun d'eux, 170 environ au total, donne alors un échantillon de sang. Tous sauf un. La police tente plusieurs fois de se rendre chez lui, mais jamais l'homme ne répond à la porte. Il habite d'ailleurs toujours juste en face de l'appartement où habitait Lori. Il lui laisse aussi des cartes de visite, mais l'homme ne les contacte pas. Cet homme est un homme de 30 ans et il s'appelle Brian Casacorto. En se renseignant un peu sur lui, les policiers découvrent qu'il a été suspecté dans une autre affaire de meurtre dans sa ville natale, à Donora, en Pennsylvanie. Le meurtre de son propre père, Alfred Casacorto Sr. Penchons-nous d'ailleurs un peu sur ce cas. Alfred Casacorto Sr. était un enquêteur de police à Donora. Il était marié à Marianne et ensemble, ils ont eu 5 enfants, 3 filles et 2 garçons, 2 jumeaux identiques, Alfred Jr. et Brian. De l'extérieur, ils avaient tous d'une famille normale et parfaite. Les jumeaux faisaient partie des scouts, jouaient au baseball et le dimanche, ils étaient des enfants de chœur à l'église, ils assistaient le prêtre. Alfred Jr. et Brian étaient très proches, comme pas mal tous les jumeaux, et comme dans tous les couples de jumeaux, il y en a toujours un plus fort et plus dominant. Dans ce cas-ci, c'était Alfred Jr. Il était très protecteur de son jumeau et n'hésitait pas à le défendre si l'occasion se présentait. Mais à l'intérieur de la maison, les choses étaient plus tendues. Comme le père de famille travaillait comme policier la nuit, quand il arrivait à la maison, il voulait simplement dormir. Donc, les enfants se devaient d'être silencieux. Il n'y a pas que ça. Les parents voulaient garder les enfants le plus possible à la maison.
Quand ils invitaient des amis, par exemple, les amis n'étaient pas invités à l'intérieur, même pas pour avoir un simple verre d'eau. C'est vraiment très bizarre. Et si les garçons, rendus adolescents, tentaient de faire le mur pour aller à un party avec leurs amis, leur père s'en apercevait et allait les chercher pour les ramener chez eux. Les gens se posaient des questions à savoir ce qui se passait vraiment dans cette maison et on soupçonnait même Alfred Senior d'être un homme abusif une fois rendu chez lui. Les tensions s'étaient intensifiées entre Brian et son père après que les garçons eurent gradué du collège. Alfred Jr. n'avait eu aucun mal à se trouver un emploi stable, mais Brian, lui, n'y arrivait tout simplement pas, et ça exaspérait son père. Ils se disputaient souvent à ce sujet et Alfred Senior se plaignait beaucoup de son fils à son travail à d'autres policiers. Il le traitait de lâche et de toutes sortes de noms. Le dimanche 26 octobre 1986, Alfred Senior rentre donc du travail comme à son habitude et va se coucher. Mais il ne se lève pas de toute la journée et lorsque sa femme vient le réveiller pour le souper du soir, elle est incapable de le réveiller. Lorsqu'elle s'approche de lui, elle découvre du sang sur le visage de son mari. Elle hurle alors à Alfred Jr. de venir et ils appellent la police. Ce qui est étrange dans ce cas, c'est que même si Alfred Senior avait du sang plein le visage, on déclare quand même qu'il est mort de façon naturelle dans son sommeil d'un anévrisme cérébral. En faisant des recherches sur Internet sur l'anévrisme cérébral, j'ai lu que l'hémorragie est principalement interne. Si elle est massive, il se peut qu'il y ait des saignements par le nez ou la bouche, mais ça reste quand même très rare. Mais corrigez-moi quand même dans les commentaires si j'ai tort. Bref, on déclare une mort naturelle pour Alfred Senior et par respect pour leurs collègues, la police offre de partir avec le corps et les effets personnels d'Alfred et de nettoyer la chambre. Ils bougent donc le lit, se débarrassent des draps, lavent les planchers, tout. Ce n'est qu'une fois le corps rendu à la morgue que les policiers vont découvrir qu'ils ont fait une erreur. Ils vont découvrir qu'au lieu de rendre service à un ancien collègue, ils ont plutôt nettoyé sa scène de crime. En effet, l'entrepreneur de pompes funèbres découvre que ce qu'il croyait être un grain de beauté sur la tempe d'Alfred Senior était en fait ce qu'on appelle en anglais un bullet hole, le trou laissé par une balle d'arme à feu. On réalise une autopsie et on retrouve en effet la balle dans le cerveau d'Alfred. L'affaire prend alors une toute autre tournure. Les soupçons vont tout de suite à quelqu'un de la famille. Ce matin-là, tout le monde était présent à la maison sauf un, Brian. Jusque-là, rien d'anormal, mais ça le devient lorsqu'il ne revient même pas après avoir appris la mort de son père. Il ne se pointe pas non plus à ses funérailles, il est tout simplement introuvable. Le fusil de service de l'ancien policier est lui aussi introuvable. La balle correspond d'ailleurs à la munition de ce fusil. Les policiers ont beau fouiller partout, y compris au dépotoir où ils ont jeté les draps et toutes les autres affaires d'Alfred Senior, mais l'arme, tout comme Brian, reste introuvable. Les policiers commencent à enquêter alors sur le fils manquant. Ils découvrent que Brian s'est enfui et a utilisé la carte bancaire de son jumeau pour retirer 200 $. Il voulait apparemment retirer plus, mais la machine ne lui a pas permis. À Donora, Alfred Jr. et le reste de la famille restent muets par rapport à Brian. Ils se refusent tous à dire quoi que ce soit sur sa disparition. Vraiment étrange. Un autre rebondissement survient le jour après l'enterrement d'Alfred Senior. Brian revient en ville comme si de rien n'était. La police le convoque donc tout de suite au poste pour l'interroger, mais avec une scène de crime nettoyée, l'arme du crime manquante et le silence de la famille, le cas d'Alfred Senior devient un cas non résolu et personne ne paiera jamais pour son meurtre. Peu de temps après le meurtre de leur père, Alfred Jr. et Brian vont s'installer à Tampa Bay, mais pas dans le même building. Brian va aller habiter dans un appartement, dans un immeuble contenant une centaine d'appartements, là où, vous l'avez deviné, habite aussi Lori Colaninno. Revenons d'ailleurs maintenant au cas de Lori. Les enquêteurs tentent donc par tous les moyens d'obtenir un échantillon d'ADN de Brian pour voir s'il y a un match avec le sperme retrouvé sur Lori. Mais Brian reste introuvable. Il s'est enfui comme il l'avait fait après le meurtre de son père. Et pour l'arrêter, les policiers ont besoin de son ADN, sinon ils ne peuvent rien prouver. C'est à ce moment qu'Alfred Jr., le jumeau de Brian, appelle au commissariat pour signaler la disparition de son frère. Sachant maintenant que Brian a un jumeau identique, les policiers se demandent alors si Alfred Jr. serait plus coopératif.
On sait que les jumeaux identiques ont cette particularité de partager le même ADN. Mais Alfred Jr., encore une fois, refuse de coopérer avec la police. Ils n'ont pas d'autre choix que de le laisser partir. Puis, 7 semaines plus tard, par un heureux hasard, Brian se fait pincer à voler. Dans une version, on dit que c'est dans le magasin de chaussures où il travaille, et dans une autre version, c'est à la plage. Bref, ce n'est pas ce qui est important ici. Il est donc emmené au poste, mais lui aussi il refuse de fournir son ADN. Il raconte aux policiers qu'à cause que les policiers de Pennsylvanie croient qu'il a tué son père, il ne fait plus du tout confiance en la police. Encore une fois, les policiers n'ont pas d'autre choix que de le laisser partir et de fermer l'enquête faute de preuves. 7 ans plus tard, en 2001, une nouvelle technique de collecte de preuves est approuvée par la ville et les policiers vont rouvrir cette enquête. Ils sont maintenant autorisés à obtenir l'ADN d'une autre façon, par les ordures par exemple. Cette méthode est tout à fait légale puisque quand on place nos sacs en bordure de la rue, ça devient une propriété publique. Ils vont donc attendre que les jumeaux sortent jeter leurs sacs poubelles et vont les récupérer afin de trouver des choses susceptibles de leur donner l'ADN dont ils ont besoin. Du sac de Brian, il récupère un écran protecteur d'un rasoir électrique et plusieurs bouts de cigarettes. Du sac d'Alfred Jr., il collecte un rasoir jetable et une brosse à dents. Et là, sans surprise, l'ADN des jumeaux match avec celle retrouvée sur la scène des crimes de Lori Colaninno. Mais il y a maintenant un autre problème, lequel des deux jumeaux est le coupable. La police soupçonne bien sûr Brian. De la fenêtre de sa cuisine, il pouvait voir la porte de l'appartement de Lori et contrairement à son frère, il a été suspect dans une autre affaire de meurtre. Brian se retrouve donc derrière les barreaux et se sert de son argument clé, son frère jumeau. Alfred Jr. fait donc lui aussi face à un procès. Le procès de Brian débute à Pinellas County, en Floride, le 21 avril 2003. Dès le départ, le juge décide de ne pas tenir compte de la supposée implication de Brian dans le meurtre de son père, donc c'est un jumeau contre l'autre. L'alibi d'Alfred Jr. est vérifié. Il dit qu'il était au travail ce jour-là, mais les registres ont depuis été détruits, donc impossible de le valider. Aussi, il travaillait assez près du lieu du crime pour avoir le temps d'aller commettre le meurtre sur son heure de dîner et de revenir au travail. Brian, lui, n'a tout simplement pas d'alibi. Donc, le but de leurs avocats est de mettre le doute sur l'un et sur l'autre des jumeaux pour qu'il y ait confusion et que le jury ne puisse pas déterminer avec certitude qui est le coupable. Mais après pas plus de 5 heures de délibération, les jurys rendent leur verdict. Ils déclarent Brian, 37 ans, coupable du viol et du meurtre au premier degré de Lori Colaninno et il devra passer sa vie derrière les barreaux. Jusqu'à la fin de sa vie, sa mère Marianne est allée lui rendre visite en prison, tout comme son frère jumeau Alfred Jr. De son côté, Alfred s'est marié et vit toujours en Floride. Voilà, c'est tout pour cette affaire. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et si, comme nous, vous pensez que le véritable assassin est enfin derrière les barreaux. Cette affaire nous a d'ailleurs fait penser à une autre affaire, l'affaire Lauren Giddings, une jeune femme assassinée elle aussi par son voisin, un certain Stephen McDaniels, en 2011. Lauren, comme Lori, aimait beaucoup faire du jogging et était gentille avec tout le monde. C'est d'ailleurs ce qui lui coûtera la vie. Cette affaire avait beaucoup fait parler car Stephen McDaniels avait fait une entrevue avec une journaliste et elle lui apprend un peu en direct que la police vient de retrouver un corps dans le conteneur de son immeuble. Stephen comprend alors qu'il est foutu live à la télé et on le voit tout simplement arrêter de parler et aller s'asseoir plus loin pour reprendre ses esprits. Bref, si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à la rechercher sur YouTube, elle est facilement trouvable. C'est tout pour nous. N'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous a plu. Et sur ce, portez-vous bien et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!